Bonjour chers internautes, aujourd'hui beaucoup de mes camarades de la 3e D du collège Voltaire de Sorgues vont vous présenter les actualités nationales et internationales. Ne perdons pas de temps et commençons avec Adam qui va nous parler de l'intégration de l'OTAN dans la guerre ukrainienne, qui sera notre sujet principal de ce journal. Je laisse la parole à Adam. Merci à vous Hicham. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la guerre entre l'Ukraine et la Russie et la défense de l'OTAN dans cette guerre. L'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 et composée de 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle a été créée pour protéger la population et le territoire de ses pays membres. L'OTAN a été intégrée dans cette guerre car l'Ukraine a comme objectif d'adhérer à l'OTAN. Il y a eu un accord de coopération, mais l'OTAN ne pourrait pas intervenir dans la guerre car l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'OTAN va également discuter de la nécessité de réinitialiser ses défenses sur son flanc oriental en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie, pour éviter une attaque nucléaire. L'OTAN a été créée par les États-Unis en 1949. Parmi les pays qui la constituent, nous trouvons la France, l'Allemagne et notamment l'Italie et l'Espagne, et quelques pays intégrés récemment. Je passe la parole à Hicham. Merci à toi Adam. Nous quittons l'Ukraine et nous entendrons maintenant Sonia qui parlera des bombardements sur l'Ukraine. Je remercie Hicham. Maintenant, nous allons traiter de l'actualité ukrainienne. Après un mois de guerre, le bilan s'alourdit. Selon le dernier bilan de l'ONU, près d'1 millier de civils ont été tués depuis le début du conflit. Au moins 4 personnes sont mortes, dont 2 enfants, et 6 autres ont été blessés dans les frappes russes sur la localité de Rubizhne, près de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Sergueï Gaïdaï. Le gouverneur a ajouté que le bilan risquait de s'avérer bien supérieur, accusant les Russes d'utiliser des bombes au phosphore. D'autres responsables de cette région ont accusé les Russes d'utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusation invérifiable dans les médias. L'armée russe aurait perdu du terrain dans son offensive vers Kiev. Les combattants ukrainiens ont pu repousser les Russes à environ 55 km à l'est, au nord-est à Kiev, a indiqué un responsable de la défense américaine, alors que les hommes de Vladimir Poutine étaient à environ 20 ou 30 km de la capitale. Certaines troupes de Vladimir Poutine seraient toutefois toujours présentes à une dizaine de kilomètres de Kiev au nord. À présent, je passe la parole à Hicham. Merci à toi Sonia. Maintenant je laisserai la parole à Mounia qui nous parlera de bombardements, mais cette fois de la Corée, qui sera reçue par le Japon. Merci Hicham de m'avoir donné la parole. Pendant que tous les regards sont portés sur le conflit russo-ukrainien, ce jeudi 24 mars, Kim Jong-un, dictateur de la Corée du Nord, défie le Japon en lançant un missile balistique dans la mer japonaise. Le missile balistique peut atteindre l'adversaire au plus profond de son territoire. Le choix de l'arme lancée montre les dégâts qu'il peut provoquer. Il montre sa puissance et veut intimider le Japon. De plus, les États-Unis et la Corée du Sud avaient averti ce lancement de missiles. Kim Jong-un enfreint le régime de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies. Le président de la Corée du Sud affirme que c'est une violation flagrante. Ça pourrait bien perturber la paix dans le monde. Je vous laisse avec le présentateur. Je te remercie et nous portons tout notre courage à l'Ukraine et au Japon. Je vous laisse écouter Wassim qui vous parlera de la visite de la Chine en Afghanistan. Merci Hicham. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Chine et de l'Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères chinois, qui se nomme Wang Yi, est arrivé ce jeudi à Kaboul pour une première visite en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue afghan Amir Khan Muttaqi. Il a assisté à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique. Avant la conquête de Kaboul par les talibans le 15 août, Pékin a cherché à maintenir des liens avec les fondamentalistes islamiques, tandis que les forces américaines et l'OTAN se retiraient de l'Afghanistan. Cette visite vient une semaine avant la réunion prévue à Pékin en compagnie des pays frontaliers de l'Afghanistan pour discuter de l'aide à apporter au nouveau régime taliban et de nouveaux projets économiques. L'Afghanistan, depuis la fin de la guerre entre l'Amérique, est plongé dans une grave crise financière et humanitaire. Ils n'ont plus beaucoup à manger car il n'y a plus d'aide internationale. Les talibans ont également exprimé à plusieurs reprises leur souhait de développer de bonnes relations avec la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a cherché à travers cette visite à maintenir les liens entre ces deux pays, mais également porter une aide financière au nouveau régime taliban.
Cette visite est une étape importante pour sortir le pays de la crise humanitaire. Merci, je repasse la parole à Hicham. Je remercie Wassim et quittons la scène internationale pour rejoindre Louane avec un reportage concernant le métier de bibliothécaire. Alors notre objectif du jour, ça consiste à interviewer une bibliothécaire à la médiathèque de Sorgues, aussi appelée le pôle culturel. Alors c'est un lieu divers puisqu'on retrouve de la littérature avec les livres, les BD, les mangas, de l'informatique et d'autres choses. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Yvette Saint-Quentin. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Alors, depuis très longtemps, depuis 1985, c'est-à-dire 37 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le métier? Alors, c'est un métier qui consiste en fait à accueillir les différents publics et en fait, on est des médiateurs du livre, de la culture, des différents supports, puisqu'à la médiathèque, effectivement, comme tu le disais, nous avons des livres, mais aussi des CD, des DVD, de la musique et un espace multimédia. Donc, on est vraiment des médiateurs de la culture. Est-ce qu'il faut un diplôme pour exercer ce métier? Tout à fait. Alors, il y a un nouveau diplôme qui s'appelle maintenant le Bachelor universitaire de technologie des métiers du livre. C'est un diplôme qui se prépare sur 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de faire cette profession? Eh bien, tout simplement parce que c'est un métier qui permet d'évoluer, de se cultiver en permanence. C'est un métier très varié. Dans la même journée, on va faire 10 tâches différentes. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. Est-ce que ce métier comporte des inconvénients? Oui, pour la vie de famille parfois, parce qu'on a des horaires un peu particuliers, puisqu'il faut être disponible aux différents publics. Et donc, parfois, pour la vie de famille, ça peut poser des petits problèmes d'organisation, mais c'est pas méchant. Et est-ce que les avantages sont quand même plus nombreux? Oui, les avantages sont plus nombreux, parce que c'est quand même un métier où les usagers viennent nous voir pour le plaisir. Donc, on a un très bon contact avec les usagers, et le fait que l'on puisse s'instruire, se cultiver en permanence, quoi. On apprend plein de choses. Là, justement, je viens d'apprendre des choses. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour choisir, par exemple, quand un auteur sort un livre, lequel allez-vous exposer? Alors, en fait, toujours la même chose, on lit énormément, on se renseigne beaucoup sur l'actualité littéraire, par exemple. Et de là, on repère des auteurs qui peuvent correspondre à ce que nous on aime, mais aussi les usagers, ce qu'on peut apporter aux différents publics. Et de là, on sélectionne, on contacte l'auteur, et puis on va acheter ses livres, préparer une exposition, et pourquoi pas l'inviter, pour que les gens, et nous-mêmes d'ailleurs, on puisse rencontrer et découvrir cet auteur et son métier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'avenir de ce métier? Alors c'est un métier qui est en pleine mutation, avec l'arrivée des nouvelles technologies depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, quand même 30 ans maintenant, ça a quand même beaucoup évolué, et c'est un métier qui est en pleine mutation effectivement. Les bibliothèques telles qu'on les a connues il y a une trentaine d'années vont de plus en plus évoluer vers les nouvelles technologies, ça c'est clair. Et selon vous, c'est une bonne chose? Oui, parce qu'il faut suivre son temps et que de toute façon, vous-même, vous êtes très, vous connaissez très bien les nouvelles technologies, donc il faut quand même être en cohérence avec votre éducation et votre vie quotidienne. Donc c'est tout à fait normal d'évoluer. Est-ce que, avec votre expérience à vous, vous pourriez conseiller ce métier? Oui, en sachant que c'est un métier qui va beaucoup évoluer. Ça c'est clair. Il faut savoir que on n'est plus uniquement dans le rôle de bibliothécaire classique tel qu'on l'a connu. Il faut savoir évoluer et s'instruire en permanence avec ce métier. Ça c'est sûr. C'est un métier qui bouge beaucoup. Écoutez, ce sera tout pour nous. Nous vous remercions de nous avoir donné un peu de votre temps pour répondre à toutes ces questions. Nous retrouvons Hicham pour la suite du journal. Merci à Louane qui nous a instruits sur ce métier. Restons en France et je vous passe ainsi Manon qui parlera de la présidentielle en France.
Merci Hicham de me donner la parole. Les présidentielles sont arrivées. 12 candidats se sont présentés, un seul sera élu. Je vais vous éclairer sur le sujet. Dans quelques semaines, le dimanche 10 avril 2022, aura lieu le premier tour des élections présidentielles françaises. Nous avons 12 candidats en lice. 4 participants ressortent: Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Hier, un sondage a été effectué et d'après eux, Macron, avec La République En Marche, est le favori avec 28% du sondage, suivi de Le Pen du Rassemblement National qui est à 20%. Mélenchon suit avec 14% du sondage et pour finir, Zemmour avec 12% des voix. Les candidats potentiels pour accéder au deuxième tour sont Macron et Le Pen. D'après les sondages, ils devraient avoir 60% et 40% des votes respectivement. Mais n'oublions pas que tout peut encore arriver. Merci de votre écoute. Je te redonne la parole. Hicham. Je te remercie infiniment. Voyageons maintenant à Singapour avec Kélia qui nous parlera de la Covid. Bonjour Hicham. Et oui, Singapour est touché par la Covid-19, lui aussi, d'après l'ambassade de France à Singapour. Depuis le 19 octobre, une VTL a été instaurée. Et oui, je vous vois venir, vous ne savez sûrement pas ce que ça veut dire. Voici donc la traduction, voie d'avion de circulation pour vacciner. Cette mesure est mise en place entre la France et Singapour pour les voyageurs vaccinés. Ce dispositif permet aux voyageurs vaccinés de ne pas effectuer de quarantaine à leur arrivée à Singapour s'ils arrivent avec un vol VTL. Les enfants non vaccinés âgés de 12 ans et moins pourront entrer à Singapour dans le cadre du VTL. Ils devront toutefois respecter toutes les autres conditions de ce vol, gel hydroalcoolique et masque bien sûr, et être accompagnés d'un voyageur entièrement vacciné. Les lignes de vol les plus utilisées au départ de la France pour se rendre à Singapour sont Air France et Singapore Airlines. Voici vous êtes renseignés pour vos prochains voyages. Merci pour ce voyage Kélia. Écoutons un peu de sport avec Anas qui parlera des barrages de la Coupe du Monde. Merci Hicham. Les barrages de la Coupe du Monde de foot commencent aujourd'hui le 24 mars. Ce sont les matchs décisifs pour se qualifier à la Coupe du Monde qui se dérouleront au Qatar. Il y a aussi les barrages de la Coupe du Monde en Afrique qui commencent demain, le 25 mars, avec des matchs très serrés, par exemple l'Égypte contre le Sénégal ou encore l'Algérie contre le Cameroun. Le tirage a réuni l'Italie et le Portugal dans la même poule, donc les deux grands favoris vont s'affronter. La Russie a été exclue des barrages. C'est une punition due à la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. En attendant le mardi 29 pour connaître les équipes qualifiées, je passe la parole à Hicham. Merci à Anas pour cette seule actualité sportive. Et pour finir, je laisserai la parole à Samy qui nous présentera la météo du jour. Bonjour, à présent je vais vous présenter la météo du vendredi 25 mars. Dans la partie nord de la France et dans le sud de la France, il fera un beau soleil. Au sud-ouest, nous aurons de la brume et des nuages. Maintenant, les températures. Le matin, les températures seront fraîches. Dans le nord de la France, il fera 8 degrés, plus précisément à Paris, 10 degrés à Lille et 10 degrés à Strasbourg. Dans le sud de la France, les températures seront un peu plus chaudes. À Marseille, la matinée, il fera 13 degrés. À Toulouse, 11 et 7 à Ajaccio. L'après-midi, dans toute la France, on peut apercevoir que la plupart des départements sont très ensoleillés, à part dans le sud de la France où on peut voir que cette partie est un petit peu nuageuse. La température est de 15 à 20 degrés, c'est un temps agréable pour sortir. L'après-midi à Paris, la température sera de 18 degrés. Dans le sud vers Montélimar, cette ville atteindra la température la plus haute de 20 degrés et la plus basse se trouvera dans le nord de la France, en Normandie, dans une ville appelée Cherbourg-Octeville, qui se situe ici. Le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 18h59. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Bonne journée à tous. Je remercie Samy et tous les autres pour ces actualités. Merci d'avoir regardé ce journal. C'était Hicham. Passez une bonne journée.